Bonjour à tous, ravie de vous Bonjour. accueillir. Bonjour Philippe. Donc, je suis Sylvie Davenel et donc je suis ravie de vous accueillir ce jour donc, pour le webinaire sur l'impact de l'espace d'apprentissage dans la formation. Donc, webinaire qui sera animé donc, par Philippe Lacroix, que beaucoup vous connaissez déjà. Donc, en bas à droite, l'onglet questions pour intervenir avec nous. N'hésitez vraiment pas. Vous avez la possibilité de télécharger le support tout également à droite. Ne vous en privez pas. Éventuellement, donc s'il y a des WooClap dans la session, je vous renverrai un support avec les WooClap dans la semaine ou début de semaine prochaine. Voilà, donc alors les grandes missions du groupement d'intérêt public qui est le CARIFOREF des Hauts-de-France, c'est d'accompagner, d'informer, de collecter et d'observer. On est un observatoire, donc, notamment sur les indicateurs de l'emploi et de la formation, et on collecte bien évidemment l'offre de formation. Et on réalise donc des webinaires comme celui d'aujourd'hui pour sensibiliser donc à la question de l'espace. La formation s'hybride de plus en plus, c'est la relation justement avec l'espace, d'où on parle, où sont les apprenants, où est le formateur. Tout cela a un impact aussi sur la relation. Donc, je vous ai mis le lien donc, des accès directs pour arriver sur notre chaîne YouTube ou encore notre page innovation sur notre site ou encore donc, le programme 2022, donc programme de sensibilisation à la digitalisation sur lequel vous pouvez vous inscrire pour les sessions à venir. Voilà, donc avant de laisser la parole à Philippe, donc aujourd'hui vous allez utiliser un Slack qui est, alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez le découvrir. Sachez quand même que dans le cadre justement de notre neutralité, nous veillons à ce que même si vos adresses mail donc vont apparaître sur ce site, on a convenu donc avec Philippe qu'il n'y avait aucune démarche commerciale associée dans le cadre de cet échange et de ce webinaire du jour. Donc voilà, n'ayez crainte. Le Slack sera fermé à l'issue des deux sessions qui concernent donc ce sujet. Voilà, je vous laisse la parole, Philippe. Et donc, moi, je suis en veille sur toutes les questions que vous posez tout au long de ce webinaire. C'est à vous, Philippe. Merci. Bonjour à toutes et tous. Et alors à ceux que j'ai déjà croisés lors des précédents webinaires, rebonjour. Et les petits nouveaux aujourd'hui, ben, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, dans la série des thèmes, on fait le prolongement de la semaine passée où on a parlé des relations sociales à distance. On va voir aujourd'hui l'impact des espaces d'apprentissage dans la formation. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, quelques petites informations. Et puis pour briser la glace et se découvrir un petit peu, est-ce que vous pouvez nous dire, dans le petit onglet questions, quel est l'outil digital préféré, celui que vous utilisez habituellement et puis qui vous plaît beaucoup? Voilà, utilisez donc le petit onglet questions et puis dites-moi ça. Quel est l'outil digital préféré? Alors moi j'en ai un, je vais vous le mettre. Et puis ça fait le lien avec ce qui est l'introduction qu'a fait Sylvie sur les précautions d'information personnelle. Je vous en parlerai un petit peu plus. Alors vous me dites Moodle, Geniali, euh, Zoom. Alors Geniali, outil digital, oui, tout à fait. Moodle, pas mal. Quiz, alors je connais pas pour faire des quiz hyper faciles. Je vais copier le lien Marie pour essayer de voir ça. Klaxoon, oui, bien sûr. Ma guitare, euh, oui. WhatsApp, Canva, très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas ces outils-là, je vous incite à aller regarder un petit peu. Alors, Yann, 3 stories que je connais pas. J'irai regarder aussi, comme ça permet de continuer à faire ma veille, merci. Animaker et Geniali. Kahoot pour Blandine, entre autres. Jumpboard, oui, j'aime bien aussi, Béatrice, c'est un outil très sympa. Bon, je vois que vous êtes à l'aise avec les outils digitaux. Ça me permet de cerner un petit peu votre
acuité avec ces outils-là. Merci pour les réponses que vous avez données. Pour vous resituer dans le cycle des webinaires, Teams pour Pascal et la suite Microsoft 365. Ouais, relativement incontournable. Et en plus, c'est votre préféré. Donc, on est aujourd'hui mardi, alors qu'on s'était vu précédemment les jeudis. Le mardi prochain, pour alterner un peu et éviter la lassitude, et parce que ça va bien dans le programme, vous aurez une intervention qui sera animée par Michael Bureau. Mais entre-temps, avant qu'on se revoie, nous, le 8 novembre, je vous proposerai en fin de ce webinaire une activité asynchrone à faire sur Slack, et je vous en dirai un petit peu plus à la fin. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de l'impact de l'espace d'apprentissage dans la formation, et on va voir un peu ce que c'est qu'un espace d'apprentissage, les fonctions que ça apporte. En deuxième partie, on verra les différents espaces possibles et leurs caractéristiques. J'ai la mise en page à sauter un petit peu, mais c'est peut-être pas à cause de la typo que j'utilise. Et puis, on verra l'impact, l'activité insertion. Je le rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas et ceux qui étaient là précédemment, posez vos questions tout au fil de l'eau avec le petit onglet questions. À la fois posez vos questions, mais surtout aussi réagissez avec vos commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez un avis contraire, si vous avez une expérience différente, dites-le, c'est super intéressant. J'aime beaucoup la contradiction parce que ça oblige à réfléchir un peu différemment de ses habitudes et ça enrichit la discussion. Donc, interrompez-moi quand vous voulez, réagissez quand vous voulez. J'ai un œil sur les questions, j'essaierai de les prendre au fil de l'eau, puis Sylvie m'interrompra s'il y a quelque chose d'important que j'ai raté. On est donc ensemble pour encore 40 minutes à peu près, j'essaie de finir à l'heure, parce que la ponctualité c'est important. Puis on va démarrer par les fonctions d'un espace d'apprentissage. Alors, on connaît, je vais donner deux grandes catégories d'espaces d'apprentissage. La première qu'on connaît tous, l'espace de formation, je dis fermé, une salle, un groupe, un formateur, avec ses petites variantes, mais celui-ci, on le maîtrise très très bien. Il est traditionnel et on entre dans un monde simple. Non pas parce qu'il est simpliste ou peu riche, mais parce que on le maîtrise parfaitement bien, et pas que dans la formation. C'est une réunion, un colloque, un événement, ce qu'on a connu à l'école, une salle de formation. Quand on est très habitué à ça, et on l'est tous, très habitué à cet espace de formation, eh bien, on a l'impression, on a le sentiment que si on utilise un autre espace, une des principales choses qu'il va falloir ajuster et adapter, c'est le mode de transmission de l'information. Je suis plus en face des gens, je ne passe plus mes slides, je passe plus mes supports, et donc ce qui va principalement changer, c'est que je ne serai pas là, et donc il va falloir transmettre autrement. Donc on va se focaliser sur les ressources, les nouveaux supports qu'on va utiliser pour transmettre l'information, transmettre son savoir aux participants. Certes, mais pas que, et on va voir principalement les différences, et c'est pour ça qu'on a travaillé dans les séances précédentes. Si vous n'étiez pas là, je vous invite à les regarder en replay, et plus particulièrement sur les interactions sociales à distance. Les autres espaces de formation que je vais qualifier d'ouverts, c'était la grande époque de la FOAD, formation ouverte et à distance. Les autres espaces qu'on va détailler par la suite, et vous allez travailler dessus, on va réfléchir ensemble, sont des espaces hybrides dans lesquels il peut y avoir des espaces de formation fermés de temps en temps, et puis des espaces de formation qui utilisent principalement les outils digitaux, les espaces digitaux de rencontres. Forcément, ça donne de la complexité, parce qu'on n'en a pas qu'un, on en a plusieurs, et puis c'est moins maîtrisable. Parce que ça donne aussi des espaces d'autonomie et de liberté des apprenants, parce que on n'est pas tous en même temps ensemble,
et on ne peut pas tous s'observer au moment où on est présent ensemble. Donc on n'est pas en même temps, on n'est pas dans le même lieu, on ne se voit pas, on a d'autres moyens d'échange et de communication et d'autres moyens de transmettre et de réagir. Donc tout ça donne des espaces un petit peu plus compliqués à gérer. Mais on n'est pas que dans l'impact négatif de la complexité, on a l'impact positif de ce que ça apporte. Et puis on va le détailler un petit peu. Alors justement, les espaces pédagogiques ouverts versus fermés, qu'est-ce qu'on gagne selon vous? Qu'est-ce qu'on perd? Et pour ça, je vais vous proposer d'utiliser un WooClap. Donc, vous pouvez vous y connecter avec le lien que j'ai mis ici, wooclap.com, C2RP et 11 10 22 parce qu'on est le 11 octobre 2022. Ou vous pouvez utiliser votre téléphone aussi pour WooClap. Et eh bien, vous y connecter. Alors, j'ai lancé le WooClap. Je vais vous demander d'y aller. Et puis, le temps que vous vous y connectiez, je vais projeter le résultat de votre cogitation. Je vous ai demandé de me dire sur deux colonnes ce qu'on gagne, ce qu'on perd. Alors, je vais vous projeter le WooClap et vous allez me dire ce qu'on gagne, ce qu'on perd. Alors, on gagne de la souplesse. Voilà, pour ceux qui auraient des difficultés de connexion à WooClap, n'hésitez pas à me le dire, hein, je vous repréciserai les choses. C'est assez simple, ouvrez une fenêtre de navigateur supplémentaire, vous prenez votre téléphone. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez wooclap.com et le code c'est C2RP 11 10 22. Alors, je vais vous mettre bien sûr le lien. Mais oui, Yann, vous faites bien de me le dire, je vous mets le lien dans les questions, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Voilà, dans le petit onglet questions, je vous ai mis le lien. Donc, ce qu'on gagne, de la souplesse, plus de temps pour l'apprenant, du temps, 2 fois le temps, on y gagne. À distance, on peut atteindre plus de monde. De l'efficacité, on va voir, tout dépend comment le duo formé-formateur fonctionne. De l'écologie, oui. Plus de temps pour l'apprenant, une adaptation pour l'apprenant de l'apprentissage à son propre rythme. Alors, ce qu'on perd, vous me dites de la communication informelle, de l'énergie du groupe, des interactions, de la perception des difficultés. On perd le café, ouais, c'est vrai. Du contact, de l'attention. Alors, je vais faire défiler pour qu'on voit. Hop. Les apartés, de l'attention soutenue, de l'attention. Alors, Béatrice, je ne sais pas si vous n'avez pas réussi à vous connecter à WooClap, utilisez le petit lien qui est juste en dessous de votre commentaire dans les questions. Ce que vous nous dites, ce qu'on gagne la flexibilité, ce qu'on perd la communication non verbale. Mais sinon, mettez-le dans WooClap, Béatrice, si vous pouvez. Comme ça, on l'aura dans la restitution qui sera faite du support avec vos contributions. Alors, vous nous avez mis en plus dans ce qu'on gagne les nouveaux outils. Ouais, je ne sais pas si on gagne quelque chose à utiliser de nouveaux outils, mais en tout cas, ça peut apporter de l'intérêt, de la diversité. Ce qu'on perd, potentiel moindre en qualité des échanges au sein du groupe, la capacité à motiver l'apprenant dès qu'il décroche. Ouais. On perd du confort.
Mmh. On gagne du travail personnel efficace, s'il est fourni. On gagne en autonomie, on gagne en flexibilité, on gagne moins de digressions. Alors, est-ce que les digressions sont vraiment, on va essayer de discuter de tout ça. Les digressions sont vraiment quelque chose qui n'a pas d'intérêt en formation. Moi, je suis très fan de l'association d'idées, la sérendipité, et cetera. On gagne, de la spontanéité, la créativité. Est-ce qu'on perd le droit à l'erreur du formateur, les échanges tangentiels informels, moins de qualité dans les échanges, la communication non verbale? Écoutez, merci beaucoup pour vos contributions. Vous avez été 34 à participer. Je vais me permettre de commenter un petit peu ce que vous avez dit, heu, en laissant à l'écran ce que vous avez proposé. Hem, pour moi, et ça ne concerne que, mon ressenti personnel et un petit peu d'expérience, ce qu'on perd, c'est, la communication mammifère avec laquelle on est extrêmement à l'aise sans faire d'efforts. Hem, l'observation dans les 2 sens, le formateur vers les formés entre eux, les formés vers le formateur. Tout ce que permet la communication, non verbale, qui est très importante, un petit regard, un petit sourire. On en a parlé, la semaine dernière, mais c'est vraiment des choses qui font, la connivence, la proximité, qui renforcent l'attention, une communication, rapide et sans effort entre tout le monde. Ça, on le perd. Ce qu'on gagne, bien sûr, bah, c'est, ce qu'on cherche tous aujourd'hui, de la souplesse dans l'organisation de son temps, principalement. Hem, s'il y a vraiment une denrée qui sur lequel il y a une vraie pénurie, c'est le temps. Et on fait toujours des compromis, on jongle au mieux en fonction des petits moments, des petits interstices qu'on pourrait remplir. Parce que ce qui est de plus en plus difficile, c'est pas tellement de dégager du temps, c'est de dégager un gros morceau de temps. Hem, et dans les espaces de formation traditionnels fermés en salle, on est obligé de dégager un gros morceau de temps, des demi-journées ou des journées entières, et donc on a, des participants, c'est-à-dire presque captifs pour le formateur. Donc il n'a pas trop à gérer le temps personnel des participants, il a à gérer le temps de la formation et un temps unique. Dans des espaces ouverts, eh bien, chacun gère son propre temps, donc ça permet de la souplesse, mais pour le formateur, il a plus cette maîtrise du temps. Donc on gagne ça, de souplesse, et puis on perd, cette facilité pour le formateur de gérer le temps. Ce qu'on gagne pour les participants, c'est la possibilité d'avoir des interactions plus riches, et on le verra par la suite avec les différents espaces, diversifiés, avec des nouveaux outils. Pas toujours la même interaction, parce qu'effectivement, prendre la parole par oral, par exemple, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, il n'y a que moi qui peut parler, vous ne pouvez pas me répondre alors que vous avez peut-être envie. On voit bien ce qu'on perd, on est obligé de s'écrire, on est obligé de mettre des trucs dans des cases, et pour autant, on a le synchrone. C'est-à-dire que si je dis immédiatement quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez me le poser en question. Dans les espaces ouverts, on peut avoir ce synchrone, mais pas toujours. Donc, quelquefois, entre le moment où on a vraiment besoin d'une aide et le moment où on l'obtient, le moment où on formule quelque chose et où on a un feedback dessus, bah, il peut se passer un certain temps. Donc, on peut avoir cette impression de ping-pong qui, au final, peut être lassant, ou cette élasticité du temps où, finalement, la réponse arrive plus au moment où elle est pertinente. Donc voilà, je suis assez d'accord avec vous sur ce que vous mettez dans ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Et encore une fois, je vous mettrai dans la restitution votre, votre support. Alors, pour poursuivre avec ce que vous avez dit, et vous avez le droit de compléter, hein, ou d'amender ce que je viens de vous dire sur ce qu'on gagne, ce qu'on perd, les commentaires sur ce qu'on gagne, ce qu'on perd de ce que vous m'avez proposé. Les espaces de formation ouverts ont une contrainte pour tout le monde. Hein, principalement pour l'animateur, le formateur, mais aussi pour les participants. Ça oblige à lâcher prise,
à lâcher notre envie de contrôle et de maîtrise sur plusieurs choses. Vous l'avez à l'écran, puis je vais vous le commenter. La maîtrise physique du lieu. Bah, effectivement, c'est très rassurant de savoir qu'on est tous ensemble. Alors, je suis d'accord avec vous, Nicolas, on gagne du temps, sauf quand on a des problèmes techniques, parce qu'effectivement, des problèmes, il peut y en avoir dans les espaces traditionnels fermés, mais on sait les régler instantanément et ça fait quasiment perdre de temps à personne. Quand c'est la première fois qu'on rencontre des problèmes techniques avec des outils numériques, bah, on perd du temps, on va dire relativement inutilement, parce que c'est une contrainte qu'on aurait aimé ne pas avoir, hein, être confronté à un souci technique. Pour revenir sur le lâcher prise sur le confort de la maîtrise physique du lieu de formation. En fait, on n'a pas besoin de se projeter pour savoir, quand on est formateur, dans quel état d'esprit ou dans quelles circonstances sont les apprenants, on les a sous les yeux. Quand on les a plus sous les yeux, même quand on est en classe virtuelle, en fait, on voit que ça, de petite tête, et on a du mal à se projeter dans les contextes et l'état d'esprit des participants. On ne maîtrise plus la chronologie des activités. D'autant plus si on a un espace qui n'est pas contraignant dans l'ordre de suivi des activités. Donc en fait, il y a des gens qui peuvent avancer dans un certain ordre, des gens dans un autre ordre, et en plus, à un rythme différent. Donc pour le formateur, ça donne un petit peu plus de complexité parce que autant il gère un groupe dans une salle, autant là, il gère et un groupe et des individus d'une façon encore plus complexe que les individus qu'on peut observer en faisant un coup d'œil dans la salle. Ce qu'on perd, c'est la régulation des échanges entre apprenants, parce qu'en fait, on ne peut que constater ce que les gens se sont dit. À partir du moment où dans une salle, il y a une discussion qui commence, qui diverge ou qui n'a pas d'intérêt, on fait comme ça, on lève les mains, on dit oh, excusez-moi, c'est pas le moment de discuter de ça, etc. Quand on est dans un espace ouvert, les discussions, on ne les maîtrise pas. On fait avec. Alors, on peut intervenir a posteriori ou intervenir dans une discussion entre participants ou compléter des réponses qui ont été fournies des uns aux autres, mais en fait, on n'a pas la maîtrise d'arrêter une discussion. Et quand on arrive dans un espace de discussion ouvert et qu'on constate qu'il y a eu des divergences ou des discussions qui n'ont pas lieu d'être, qui viennent perturber la formation, en fait, soit on la ferme, parce qu'elle est un peu autoritaire, soit on dit ça n'a peut-être pas la place ici, mais en fait, on est obligé de faire avec. Elle a eu lieu. On ne peut pas l'interrompre comme on peut le faire aussi facilement. Et puis surtout, ça c'est le côté on subit, mais le côté on peut difficilement provoquer des discussions si elles n'arrivent pas spontanément. Autant en salle, on peut dire qu'est-ce que vous en pensez? Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Ou comme par exemple, des fois, je vous sollicite et je me mets dans la question, puis ça suffit à faire intervenir. Mais c'est des moyens qu'on n'a pas dans certains espaces de formation ouverts. On ne peut pas obliger les gens à se causer, on ne peut pas obliger les gens à réagir. Autant on a un peu la pression du groupe quand le formateur incite, mais là, dans des espaces ouverts, on a moins cette capacité. Donc on doit lâcher prise aussi. Et puis ce qu'on doit surtout lâcher prise, c'est cette facilité d'observer la progression et les difficultés et de donner des feedbacks à tout le monde. Là, on est obligé de passer par des intermédiaires, par des outils qui nous empêchent d'avoir cette faculté naturelle d'observer et de dire si ça se passe bien ou pas, collectivement et individuellement. Pour moi, ça, c'est vraiment les quatre choses sur lesquelles se mettre dans cet état d'esprit. Et vous voyez qu'ici, je ne vous ai pas parlé de ce qui pourrait spontanément venir à l'esprit quand on dit on va passer d'un espace qu'on maîtrise, la salle, à des espaces ouverts en partie digitaux, qui est je vais transmettre avec des supports différents. C'est, oui, quelque chose qu'il faut faire, mais en fait, la question principale, elle n'est pas là. C'est que ça va se dérouler complètement différemment. Voilà. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à réagir sur ce que je dis. Et puis, ça va obliger, et là, je reviens sur les supports, il va falloir produire des supports pour que la formation soit délivrée en dehors de la présence physique du formateur ou la permanence de la présence physique du formateur. Donc, les supports ont beaucoup plus d'importance. Ils doivent embarquer beaucoup plus de choses que simplement l'information qu'on va transmettre. Ils doivent aussi embarquer une grande partie de la pédagogie
une grande partie des éléments de motivation, une grande partie des éléments d'évaluation autrement que par observation. Donc ça oblige à constituer des ressources, des supports, des contenus qui sont plus complexes. Et pour cette conception pédagogique d'un dispositif qui utilise des espaces de formation ouverts et hybrides, vous avez ici ce qu'il faut avoir comme compétences. Alors en général, on les a quand on est un formateur, mais on les a peut-être pas toutes ces compétences. Et il va falloir les acquérir. Donc autant vous disiez, Nicolas, on perd du temps quand on a des problèmes techniques, on va perdre aussi du temps quand on est formateur parce que toutes ces compétences, même si on les a qu'en partie, il va falloir les développer peut-être plus fortement pour avoir l'efficacité maximum en tant qu'expert, formateur, tuteur, animateur d'espaces de formation ouverts. Et dans l'animation, en fait, autant on le fait de façon extrêmement naturelle et spontanée dans un espace de formation en salle, quand on est dans des espaces ouverts, il y a 4 dimensions sur lesquelles il faut être particulièrement pointu. C'est la proactivité, parce que comme on n'est pas là pour donner l'énergie, il va falloir faire des actions contraintes, planifiées, organisées pour maintenir l'engagement et anticiper les décrochages. Il va falloir être plus différent, je vais dire, en animation sur la transmission de savoir, parce qu'en classe virtuelle, ça ne se fait pas comme en salle. En asynchrone avec des supports, ça ne se fait pas pareil. Et puis, il va falloir surtout aider de façon différente. Et encore une fois, je vous ramène au replay de la séance précédente sur les interactions sociales et distance pour aider à comprendre, pour aider à s'approprier la reformulation, poser des questions par anticipation, aider les gens à réfléchir plutôt qu'être passifs, à défiler les supports sur l'écran. Et puis, l'évaluation, il va falloir transformer le qualitatif en quantitatif, ou plutôt l'inverse. Le quantitatif que peuvent nous donner, par exemple, excusez-moi pour la confusion, le quantitatif que peut vous donner des quiz en qualitatif. Est-ce qu'il a vraiment compris? Qu'est-ce qu'il a mal compris? Sur quoi je dois l'aider? Etc. Une note globale. J'ai eu 70% de réussite sur 100 au quiz, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Est-ce que la personne, on peut la considérer comme le verre à moitié vide ou à moitié plein? 30% d'erreur, c'est vraiment trop important. Il ne maîtrise pas. Non, finalement, il est largement au-dessus de la moyenne. Vous voyez, c'est une question d'interprétation. Et puis sur quoi il a besoin d'aide. Voilà, l'animation, elle est très différente. Une fois qu'on a vu ça, sur les caractéristiques des espaces d'apprentissage, ce que ça apporte, en faisant cette comparaison entre deux grandes catégories, ce que j'appelle les espaces fermés et les espaces ouverts, on va voir les différents espaces pédagogiques possibles et leurs caractéristiques. Alors j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre, je n'ai pas beaucoup de moyens d'observation, mais comme vous ne me posez pas trop de questions et que vous ne réagissez pas, je veux dire qu'on est plutôt en phase. Ça, je le suppose. Malheureusement, je ne peux pas l'observer. Bon, voilà. Alors, les différents espaces et leurs caractéristiques. Et je vais vous revenir sur le WooClap. On est proactif dans l'écoute. Merci. Et je vais vous demander de répondre à ma deuxième petite question sur WooClap. Et le temps que vous vous reconnectiez ou pas, je vais vous projeter vos réponses. Et dites-moi ce que vous connaissez ou ce que vous imaginez comme espace pédagogique possible. Alors, je vais repartager vos réponses et je vous laisse la parole, si je puis dire. Quel espace d'apprentissage connaissez-vous? Je vais vous redonner le lien. Alors, vous dites les forums, ouais, les salles virtuelles, comme Zoom, la classe virtuelle. Je referai une petite différence entre les outils comme Livestorm qu'on utilise et les outils de classe virtuelle, parce que souvent on utilise le même outil pour faire des choses complètement différentes. Donc on reviendra un petit peu là-dessus. Les plateformes LMS,
N'hésitez pas à mettre des petits likes si vous avez vu dans vos plats comment on peut faire, ça évite de refaire des doublons. Les tiers-lieux, ouais, très intéressant. Plateforme de diffusion de vidéos avec quiz. Les lieux de stage. Voilà. Vous parlez de sous-groupe, oui. Les lieux de travail à Fest, effectivement. Vous mettez Drive, donc tous les espaces de partage de documents et de fichiers sur lesquels on peut avoir un début de petite collaboration à distance. Les documents électroniques qui sont plutôt des supports que des espaces. YouTube, alors là encore c'est un outil de diffusion, même si avec le chat de YouTube on peut collaborer un petit peu, et les commentaires. On peut même mettre des likes sur YouTube pour voir si l'activité plaît. Qu'est-ce que vous mettez d'autre? Ok. Des sites web, oui. On peut constituer tout à fait un site web avec des fonctionnalités qui servent d'espace d'apprentissage. La réalité virtuelle, ah merci, décidez ça. Les livres, alors les livres, encore une fois, pour moi, je le mets dans la catégorie des supports plutôt que des espaces d'apprentissage dans lesquels on travaille à apprendre, même si on travaille à apprendre en lisant un livre, on est un peu d'interaction avec les autres. C'est-à-dire que c'est un espace qui est très personnel, le livre. Des webinaires, des réseaux sociaux, les salles de simulation. Ouais. Ok. Le café du coin, les salons. Le café du coin, c'est très bien. Alors, il y a même les espaces d'apprentissage qui sont pas idiots. Si vous avez regardé le petit replay sur les neurosciences, promenade dans un parc en marchant. Donc le café est pas mal aussi. C'est très convivial et c'est sympathique de se retrouver là. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre? Je vais faire défiler un petit peu ce que vous avez mis. Les Fab Labs, la famille, un plateau technique, les établissements scolaires. Ouais, pas mal. Merci beaucoup pour votre contribution. Je pense que vous avez fait le tour en parcours découverte. Ouais, c'est ça. Super, merci. Alors, il y en a quelques-uns en plus de ceux que j'avais prévus de vous exposer. Ben, merci. Je verrai si je complète le support en fonction de ce que vous avez mis. Et je vais revenir. Alors, moi, je vous en ai donné quelques-uns. Puis, je me permets de les détailler. Encore une fois, c'est ce que ma perception des intérêts de ces différents espaces et un peu d'expérience. Et n'hésitez pas, en consultant ce que je vais vous dire, à réagir ou compléter ou me contredire si vous n'avez pas la même perception. Pour moi, la salle de formation, elle a 3 contraintes. Je n'ai pas mis en avantage, hein, j'ai mis en contrainte. Et je ne l'ai pas mis non plus en inconvénient. Pour moi, la contrainte n'est pas un inconvénient. C'est une caractéristique. Par contre, j'ai mis des qualités. Donc les 3 contraintes, on les connaît. Et les 3 qualités, ben, vous les avez exprimées quand on a fait ce qu'on gagne, ce qu'on perd. On a des super relations sociales, on a plein de communication non verbale et on a de l'évaluation par observation. Je compléterai à l'oral de ce que j'ai mis là parce que je ne voulais pas que les supports soient trop chargés. Ce qu'on perd, c'est que il reste des difficultés d'expression pour les gens un peu timides ou qui n'ont pas l'habitude de parler devant les autres. Et c'est des gens qui peuvent avoir plus de facilité à s'exprimer ou à dialoguer, finalement en étant
un peu protégé derrière l'écran et que par l'écrit. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a dans les relations sociales fortes en salle, qui ont tendance à favoriser les gens qui sont à l'aise avec ce type de relation sociale. Dans la hiérarchie, si on a une de ce qu'on maîtrise ou ce qu'on connaît ou qu'on pratique maintenant de façon assez courante, la classe virtuelle. Alors je précise que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de l'information, c'est pas de la classe virtuelle. Classe virtuelle, vous pouvez pas avoir la parole, je vous vois pas, on n'a pas d'échange individuel, je peux pas vous faire travailler en sous-groupe. Donc voilà, aujourd'hui là, c'est un webinaire, c'est pas une classe virtuelle. Il y a 3 contraintes, l'outil, et puis je reviens à ce que disait Nicolas avec les problèmes techniques possibles. On est obligé de passer par un outil. Le temps est limité parce que l'attention en classe virtuelle, au-delà d'une heure, c'est très difficile à garder. Et la qualité de connexion, on peut souffrir, et particulièrement quand on a une mauvaise qualité audio, c'est insupportable et on n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Autant si la qualité d'image, elle est moins bonne, qu'elle se fiche de temps en temps, bon, ça agace, mais pas plus. Alors que une mauvaise qualité de son, je pense que ça, vous avez dû vivre l'expérience, c'est super difficile. Blandine, on dit pour les timides, le formateur peut les inciter à intervenir en présentiel comme en distanciel. Pour moi, c'est un rôle de formateur. Tout à fait. Jusqu'à une certaine limite, où il y a des gens qui se ferment et où on n'arrive pas vraiment à les ouvrir et à les faire interagir. Les 3 qualités de la classe virtuelle, ça se fait d'où on veut. On peut avoir l'enregistrement, le replay. On en discutait off avant le démarrage. Il y a des gens qui ont bien compris qu'on n'était même plus obligé d'être présent au jour J et qu'on pouvait regarder en replay. Et puis, on peut gérer des grands groupes si on s'organise bien, plusieurs animateurs. Les plateformes LMS et LXP, c'est encore un outil de plus. Et puis, quand on a une plateforme qu'on aime bien, quand on a un marteau, vous connaissez la suite, il ne faut pas tout faire dedans. Et ça oblige à une planification du temps de chaque participant, et on y reviendra peut-être, mais c'est une des clés du succès de la formation à distance, c'est d'aider les gens à planifier le moment où ils vont se former. Ça a 3 qualités, ça a super suivi, on sait ce que les gens ont fait, quand ils l'ont fait, quelle performance. On peut avoir des échanges asynchrones, c'est-à-dire que le fait qu'on ne soit pas en même temps en train de se former n'est plus un problème pour dialoguer, et on le fait quand on veut. Les espaces collaboratifs comme le Slack qu'on va utiliser dans le travail intercession, c'est encore un outil. Contrairement à une plateforme, c'est très ouvert, donc on peut s'y perdre, surtout quand on a accès à plusieurs espaces au sein du même outil. Et on a un peu l'obligation de participer parce que sinon, on n'en tire pas grand-chose. Et puis, c'est un des avantages, c'est la communication entre pairs dans ces espaces. Les qualités, c'est super proche de ce qu'on a l'habitude d'utiliser dans les outils personnels quand on commence à les utiliser. Donc, c'est pas un outil qui est difficile à prendre en main. On verra. Peut-être que pour Slack, ça sera difficile. Ça facilite grandement le travail collaboratif. Et en général, on n'a rien à installer. On ouvre son navigateur et ça marche. Donc, ça, c'est vraiment assez sympa pour ces espaces-là. Alors, je ne pouvais pas ne pas citer le métavers parce que c'est un incontournable, c'est le buzzword du moment. Pour moi, les contraintes du métavers, pour en tirer vraiment profit, c'est avoir un casque de réalité virtuelle. Donc, je ne sais pas qui d'entre vous, tiens, ça serait intéressant de me le dire, ceux qui ont un casque de réalité virtuelle à côté d'eux à disposition en permanence pour pouvoir l'utiliser quand ils veulent, mettez-le dans les questions. Je ne suis pas sûr que tout le monde en ait. C'est encore cher. Et il faut vraiment qu'il s'y passe quelque chose qui ne puisse pas se passer ailleurs, parce que je ne sais pas si vous avez fait l'expérience déjà de mettre un casque. Si c'est pas terrible ce qu'on y fait, si techniquement c'est pas très réussi, en fait, on n'a qu'une envie, parce que c'est relativement inconfortable, c'est assez lourd et ça sert. Si on n'y fait pas des choses incroyables, pas grand intérêt à y aller. Par contre, 3 qualités, c'est on est ensemble à distance, on est réellement ensemble à distance, comme si on était proche. En tout cas, on s'y fait très vite à identifier les autres intervenants avec des avatars qu'on voit vraiment ce coup-ci en vrai, en grand, avec des mouvements, on se déplace, tout ça. On a vraiment des expériences immersives qui peuvent être incroyables. Et surtout, on peut expérimenter ces risques, sans risque. C'est-à-dire tout ce qu'on fait qui soit dangereux, en fait, c'est pas grave. On peut rembobiner ou on a autant d'essais qu'on veut dans ces espaces. Donc ça, c'est assez chouette. Et puis les espaces hybrides, j'ai gardé pour la fin, une combinaison de tout ça, plusieurs espaces qu'on utilise pour se former,
Alors, le risque de se perdre est encore plus grand. Où est-ce que je dois être pour faire quoi, quand, comment, etc. Quel est le moment, qu'est-ce qui se passe dans chacun des espaces? C'est plus compliqué, il faut être très guidé, que ce soit bien encadré. Il faut que les activités soient cohérentes, c'est-à-dire qu'elles ont un réel intérêt à naviguer d'un espace à un autre, que ce soit un espace physique, des espaces virtuels différents. Il faut que ce qu'on fait en physique ait un intérêt à être en physique, et ce qu'on fait en virtuel ait un intérêt à être en virtuel. Et puis le suivi est une contrainte forte. 3 qualités, j'en ai mis 2, excusez-moi, j'ai été toujours à la recherche du troisième, je ne l'ai pas mis. Le meilleur des mondes, en fait, si on utilise bien, on peut tirer le meilleur de chaque espace. Et chacun, il va trouver son compte, c'est-à-dire qu'il y a bien un espace dans lequel on va être particulièrement à l'aise. Et donc, on a moins de chances de frustrer des gens dans ces espaces. Voilà. Alors, je rajouterais peut-être un espace, les tiers-lieux, les cafés, etc., que vous avez cités, qui ont un intérêt également. Alors, je vais vous inviter entre maintenant et la prochaine fois, même si on ne se voit pas la prochaine fois. Et pour vous qui nous regardez en replay, je m'adresse aussi à vous parce que faites partie des participants, hein, vous n'êtes pas des non-participants pour moi. C'est pas parce qu'on n'est pas ensemble en même temps que je n'ai pas d'intérêt pour vous. Et j'aimerais que tous ceux qui ont accès, soit maintenant, soit en replay, ou soit qui reçoivent une communication, essayent de jouer le jeu, de participer à une expérience de formation à distance dans un espace digital. Pour ça, je vous invite à rejoindre l'espace Slack que j'ai fait exprès pour vous. Je vais vous le montrer. Donc, il y a un lien pour accepter l'inscription à Slack. Puis ensuite, soit vous installez Slack sur votre mobile, sur votre ordi, ou soit vous y accédez simplement avec votre navigateur. C'est assez souple pour ça. Pour ceux qui installent l'application sur leur mobile ou qui l'ont déjà, ou sur leur ordinateur, ou dans leur navigateur qui accepte les notifications, dès qu'il se passera quelque chose d'important, pas tout, hein, mais dès qu'il se passera quelque chose d'important, vous pourrez avoir une notification pour être informé en temps réel de ce qui va se passer dans le lien. Oui, je vais vous mettre le lien d'inscription. Bonne remarque. Donc, je vais vous mettre les deux. Hop. Dans les questions. Voilà, un petit instant, le moment que je fasse le copier-coller. Voilà. Et donc, ce qui va s'y passer, je vais vous le montrer. Je vais partager l'espace Slack avec vous. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qui vous attend. Hop. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Quand vous aurez rejoint Slack, vous allez accéder à plusieurs canaux. Un où je vous ai mis des messages. Je vous ai même dit ce qui allait s'y passer. On va travailler sur la règle de 3, j'insiste, mais on va essayer de construire un mini-cours sur la règle de 3. Donc, vous avez toutes les informations sur j'ai vu que Blandine venait de nous rejoindre, merci. Toutes les informations sur la règle de 3. On va essayer de discuter. Vous avez tous accès à ces canaux et donc il y a des discussions qui sont par thématique. Un canal où on va essayer de voir quelle activité pédagogique, quelle conception on peut faire pour comprendre et appliquer la règle de 3. Et puis on va ici essayer d'y poser tout ce qu'on aura conçu, des morceaux de PowerPoint, un visuel, un bout de vidéo, un texte, un enregistrement sonore, un Geniali, tout ce que vous aurez envie de faire pour faire. Et on peut discuter entre nous, individuellement ou collectivement, faire des petits groupes. On a presque un mois pour découvrir le fonctionnement de cet espace. Je vous invite, je vois qu'il y en a qui commencent à nous rejoindre dans cet espace, super. Et moi, j'ai les notifications et j'y reviendrai régulièrement et je vais essayer de vous faire partager et découvrir cet espace de collaboration sur Slack. C'est pas une obligation du tout, mais si vous voulez vivre l'expérience, je vous invite à le faire. Voilà. Écoutez, il est 45.
Il me reste juste à vous dire, je me suis trompé, c'est pas le mardi 11 octobre qu'on va se revoir, c'est très exactement, je ferai une petite correction sur ce support, j'ai fait un mauvais copier-coller. On va se voir le mardi 8 novembre et on verra quels espaces pour les formations hybrides, un espace ou des espaces, et comment les unifier. Une fois qu'on aura vécu cette petite expérience Slack, je pense que ça sera plus profitable pour vous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et Sylvie, je vous rends la parole. Merci Philippe. Alors Virginie qui posait la question, peut-on télécharger le support? Donc si vous n'avez pas trouvé le symbole, je vous propose c'est d'aller vous le mettre dans le Slack. Et puis ce sera Exactement. une façon de l'utiliser et voilà, de voir l'intérêt. Voilà, donc je le fais juste après le webinaire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse donc professionnalisation@c2rp.fr. Donc, professionnalisation parce que c'est une équipe à part entière qui nous permet donc d'avoir ces webinaires dans de bonnes conditions. Voilà, et elles font le relais donc sur tous les éléments de ces webinaires. Également, donc, la suite, donc, c'est bien le prochain webinaire, c'est 18 octobre pour apprendre en mode collaboratif. Et on retrouve donc Philippe le 8 novembre, donc avec les espaces d'apprentissage et les formations hybrides. Voilà. Écoutez, je merci beaucoup pour votre participation. N'oubliez pas les outils habituels du C2RP pour nous suivre nos webinaires et nos productions, aussi bien sur LinkedIn que sur notre newsletter. À très bientôt à tous et donc bonne fin de journée. Merci encore pour votre participation. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.